J'espère que vous m'écoutez. Bon, je vais recommencer. La cabine technique vient de me dire qu'il y avait un peu de soucis. Donc, j'interviens en ma qualité de secrétaire général de la Chambre de commerce. On m'appelle Alidou Bello. Je vais tenir ce mot introductif concernant le thème qui nous réunit aujourd'hui, qui porte sur la continuité d'exploitation des entreprises pendant cette période spécifique marquée par la pandémie du Covid-19. Mesdames, Messieurs les participants au forum, Messieurs le conférencier, chers auditeurs, que vous soyez au Cameroun, en Afrique ou dans le monde entier qui m'écoute, soyez la bienvenue au Cameroun et à la Chambre de commerce du Cameroun. Mon propos sera bref, étant l'heure avancée, à un moment où, d'aucuns après une journée d'intense activité, songent davantage à regagner leur foyer et retrouver leur famille. Mais vous conviendrez également avec moi que c'est aussi le moment opportun où dégager des obligations quotidiennes, loisir nous est donné de nous retrouver pour échanger en mode décontracté sur une question aussi grave que celle qui nous réunit cet après-midi. Tout d'abord, le plaisir est pour moi de vous accueillir au cours de ce forum et de vous remercier de tout cœur d'avoir répondu nombreux à notre invitation, signe de l'intérêt que vous avez toujours porté aux initiatives de notre chambre consulaire et plus particulièrement au sujet qui sera traité ce soir. Je remercie particulièrement notre conférencier, j'ai nommé M. Émile Bekolo, qui nous entretiendra cet après-midi sur les voies et moyens que les entreprises affectées par les effets de la pandémie du coronavirus auront à explorer et mettre en œuvre pour faire face à la crise et assurer coûte que coûte la continuité de leur exploitation malgré la pandémie, afin de garantir ainsi leur pérennité. Monsieur Bekolo, qui nous fait l'amitié d'animer ce forum, n'est plus à présenter. Je rappellerai tout simplement qu'il exerce la profession d'expert comptable depuis près de 30 ans et a eu à mettre ses compétences au service des cabinets d'expertise de réputation internationale, comme on les appelle d'habitude, les Big Five, les Top 5. Aussi bien qu'au Canada qu'ici au Cameroun. Il est, depuis 15 ans environ, à la tête du cabinet qu'il a fondé, dénommé Bekolo & Partners. Ce cabinet dont il est le manager, l'associé directeur général, offre aux entreprises, aux organisations internationales et aux États son expertise et ses conseils en matière de gestion comptable, financière et dans les autres domaines relatifs au management des structures de production et des services. Sans heurter sa modestie, je dirais à titre d'exemple qu'il a élaboré, ça c'est entre autres, qu'il a élaboré le business plan de la Banque des PME pour le compte du ministère des Finances de la République du Cameroun. C'est dire qu'il est bien placé de par son expérience variée et sa connaissance intime de notre environnement économique et financier, des entreprises qui le peuplent et des problèmes qu'elles rencontrent pour vous présenter la problématique et répondre pertinemment aux questions et préoccupations qui sont les vôtres aujourd'hui.
Par ailleurs, le mode de communication par lequel se déroule notre rencontre, à savoir la visioconférence, en raison de ces contraintes techniques, est nouveau pour certains d'entre nous et un moyen tout récent pour notre chambre consulaire qui était jusque-là habituée à organiser ses séminaires et ateliers dans ces salles de réunion ou bien dans les hôtels. Je réclame ou bien j'implore donc par conséquence votre indulgence s'il y avait des ratés ou bien des difficultés à nous suivre correctement. Le conférencier vous édifiera largement sur l'état des lieux et les effets de cette pandémie pour les entreprises qui survivent pour la première fois, entraînant l'arrêt des activités économiques de plus de la moitié de l'humanité pendant plusieurs mois. Nos entreprises y ont fait face depuis plus de 3 mois. Parmi les problèmes qu'elles ont rencontrés dans leurs efforts de riposte, certains sont communs à toutes et dans tous les pays du monde. D'autres sont spécifiques et sont posés différemment selon les pays et selon les réponses que les pouvoirs publics ont adoptées pour lutter contre la crise sanitaire que nous connaissons tous. Au Cameroun, par exemple, le chef du gouvernement, sous la haute autorité du président de la République, a édicté une série de mesures au fur et à mesure de l'évolution de la crise. Il ne s'agit pas de les rappeler ici, tant elles nous sont familières. Parmi elles, je citerai les baisses et reports de charges des entreprises, l'accélération du règlement de certains éléments de la dette intérieure, tels que le remboursement de crédits de TVA au profit des entreprises. Je suis persuadé qu'au cours de vos échanges, vous ne manquerez pas d'apprécier l'impact de ces mesures dans les moyens de lutte que vos entreprises ont mis en place dans le cadre de la poursuite des activités. Un adage chinois bien connu depuis que les consultants en stratégie l'ont diffusé dit, je cite, « Là où il y a la crise, il y a opportunité. » Mais face à cet adage chinois, les Africains plus pessimistes rétorquent que, je cite, « La chèvre broute là où elle est attachée, mais c'est là que le serpent le pique. » Fin de citation. Vous voyez un peu, la crise sanitaire et économique que nous vivons se présente sous forme de serpent avec son venin qui a paralysé toute la vie économique, mais elle est aussi une opportunité qui a révélé à nos États et à nos entreprises les faiblesses structurelles de notre système de protection tant économique que sociale, les vulnérabilités structurelles de notre système productif. Alors, la crise nous a également révélé l'importance de l'économie numérique qui se présente comme une alternative et un moyen de riposte pour résister face à la menace qui a chamboulé, permettez-moi le mot, nos habitudes de production, de communication et de consommation. C'est pour moi la plus grande leçon que nous devons en tirer pour adapter nos activités et accélérer la digitalisation de la gestion de nos entreprises sous toutes les formes. La Chambre de commerce a cette ambition de vous accompagner dans cette voie et nous travaillons dessus avec l'aide de nos partenaires internationaux. Je peux vous dire que les membres de l'Assemblée plénière qui sera élue le 7 juillet prochain auront apporté la réalisation de ce projet
et l'inscrire comme priorité du programme d'action du nouveau mandat. C'est pour vous annoncer une activité qui nous tient à cœur, la tenue des élections pour le renouvellement de l'ensemble de nos membres. Sans tarder, étant l'heure avancée, je laisse le conférencier vous entretenir du thème de ce jour et vous souhaite des échanges agréables et fructueux et une bonne participation au forum. Je vous remercie pour votre aimable attention. Bonsoir. Monsieur Bekolo, à vous l'antenne, je dirais. Bonsoir, Monsieur Bekolo. Bonsoir, Monsieur le Secrétaire général. Et je vous remercie déjà pour les mots très aimables que vous avez tenus à mon endroit. Et je voudrais également vous réaffirmer en fait notre disponibilité à continuer dans la bonne coopération que nous avons avec la Chambre de commerce du Cameroun. Donc, bonjour mesdames et messieurs les participants à cette conférence. Donc, je vais tout de suite commencer par, comment je peux dire ça, par partager en fait le support de la conférence. Je ne sais pas si tout le monde le voit. Monsieur le secrétaire général, est-ce que c'est visible? Vous voyez? OK. Donc, cette conférence, donc, dont je suis l'animateur, on va la faire, en fait, je vais faire une présentation après l'exposé après le mot d'ouverture de Monsieur le secrétaire général. Je vais donc faire un exposé qui va durer à peu près 45 minutes. Par la suite, il y aura une session de questions-réponses qui va se faire avec les participants. Donc, ils auront l'occasion de poser, je crois, leurs questions par écrit. Et puis, je vais reprendre la question verbalement et essayer d'apporter une réponse. Donc, cette partie-là va durer à peu près 1 heure de temps. Donc, je vais commencer tout de suite par me présenter. Je m'appelle Émile Christian Bekolo. Je suis expert comptable. Je suis diplômé de l'École des hautes études commerciales de Montréal. J'ai un baccalauréat en administration des affaires, en option finance et gestion internationale, et un autre en option comptabilité publique, donc respectivement en 1987 et en 1988. J'ai un diplôme d'expertise comptable de l'Ordre des comptables agréés du Québec, donc je l'ai eu en 1992. Je suis également expert en comptabilité de management de la Corporation professionnelle des comptables en management du Québec. Je suis membre de l'Ordre des experts comptables du Cameroun depuis 1995 et je suis également agréé par la CEMAC. J'ai au total 32 années d'expérience professionnelle, donc 5 ans chez Cooper Standard à Montréal, dans un petit cabinet que j'ai fondé à Montréal en 93 et 95. Et puis, 2 ans également au Cameroun, chez Coémur, l'ancien cabinet Coémur, qui est devenu par la suite Cooper Standard en Afrique centrale. Et 7 ans chez PricewaterhouseCoopers à Douala comme associé. Et enfin, au total, 15 ans chez Bekolo & Partners, où je suis associé directeur général. Donc, c'est un cabinet que j'ai fondé en 2005. Donc, voilà, en fait, qui je suis. Le thème de la conférence porte sur comment assurer la continuité de l'activité en période de crise majeure telle que la pandémie de COVID-19. Donc, c'est un thème qui est vraiment d'actualité parce que la vie des entreprises aujourd'hui, leur existence, en fait, est menacée par cette crise. Et nous allons voir dans l'exposé que je vais faire quels sont les moyens, quelles sont les voies et moyens pour les entreprises de résister et de s'en sortir. Mon exposé sera articulé sur 5 points majeurs.
Donc, d'abord, on va présenter l'enjeu, c'est-à-dire le contexte. On va présenter les problèmes auxquels sont confrontées les entreprises, les types de problèmes, en fait, par grande catégorie. Également, nous allons essayer d'y apporter des solutions pour ces entreprises, voir comment ces solutions peuvent être mises en œuvre. Et enfin, nous allons conclure notre propos. Quel est l'enjeu? D'abord, la pandémie du Covid-19 est une crise mondiale. Selon le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Antonio Guterres, la pandémie du Covid-19 est la combinaison d'une maladie menaçante pour tout le monde et d'un impact économique conduisant à une récession sans précédent dans un passé récent. La combinaison de ces deux facteurs et le risque de voir une instabilité accrue, notamment des violences accrues, des conflits accrus, font de cette crise le plus grand défi pour nous depuis la Deuxième Guerre mondiale, a-t-il dit. Donc, on va donc voir que cette pandémie est une crise multiforme. Donc, elle est à la fois une crise sanitaire. On verra tout à l'heure qu'en fait, elle touche la santé des populations. Elle est une crise économique parce que les pays sont entrés en récession économique. On peut dire que la plupart des pays du monde sont entrés en récession économique. C'est également une crise entrepreneuriale parce qu'évidemment, elle touche la vie des entreprises, leur existence même est fondamentale est menacée. Et puis, c'est une crise sociale parce que les employés sont, pour la plupart, soit mis au chômage, soit connaissent des baisses de revenus du fait de la réduction du temps de travail. Sur le plan sanitaire, au 6 juin 2020, on a enregistré 3 381 823 cas d'infection active. On comptait 3 321 262 cas de personnes rétablies. On comptait 402 737 cas de décès, de personnes décédées, donc soit un total de personnes touchées de 7 105 822. Donc ça, c'est l'impact global dans le monde entier à ces jours. C'est une crise économique parce que c'est un véritable désastre sur le plan économique. La directrice générale du Fonds monétaire international, le FMI, disait que la pandémie du coronavirus aura les pires conséquences sur l'économie mondiale depuis la Grande Dépression de 1929. Nous allons donc voir qu'avec le déconfinement en marche, l'économie va sûrement redémarrer, donc elle est en train de redémarrer, on le voit actuellement, mais nul ne peut prédire avec quelle force et sous quelle forme. Ce démarrage se fera-t-il en U, donc avec un plateau, c'est-à-dire donc une descente, un plateau vers le bas et une reprise. Donc c'est le démarrage en U, ou bien en V, c'est-à-dire une descente et tout de suite une remontée sans le plateau du bas. Ou alors, elle se fera en W. Donc, une baisse, une reprise, suivie d'une autre baisse et d'une autre reprise. Donc, tout dépendra des politiques de chaque pays et du comportement des citoyens consommateurs. Sur le plan mondial, la nouvelle économie post-Covid 2019 sera dominée par les GAFAM, Google, Apple, Facebook et Microsoft. Donc, c'est ce qu'on appelle ces entreprises stars de la Silicon Valley californienne qui ont envahi notre quotidien pendant le confinement et qui ont fait preuve d'une extraordinaire résilience. Vous savez que pendant le confinement, je pense qu'on s'est tous jetés sur le numérique, sur les produits Internet et autres de l'Internet. Et donc, ces entreprises-là ont vraiment, on peut dire, parmi les plus grands gagnants, en fait, de cette crise du Covid 2019. La nouvelle économie sera à la fois numérique, technologique, régionale et mondialisée New Look.
mondialisé New Look parce qu'on se dit que la mondialisation, même comme elle va continuer, elle ne se fera plus de la même manière. Donc, il y aura des ajustements que chaque pays, chaque entreprise fera par rapport à la mondialisation. Les secteurs d'avenir étant des activités d'informatique dématérialisées, de commerce en ligne, de téléconférences, de jeux vidéo, etc. Les effets néfastes des arrêts des économies dus au confinement dans les pays développés vont se répercuter sur le commerce et l'investissement des pays en développement. La baisse des dépenses de consommation dans les pays développés réduira les importations de biens de consommation en provenance des pays en développement. En fait, ce que nous sommes en train de dire ici, c'est que du fait des problèmes économiques en fait, des pays développés, notamment donc, la réduction de la consommation dans ces pays-là, évidemment, ça va forcément avoir un impact sur les pays en voie de développement, donc qui exportent leurs matières premières ou bien qui ont besoin en fait de ce marché-là ou des ressources qui viennent des pays développés. Le produit intérieur brut mondial pourrait diminuer de 0,9% en 2020 au lieu de croître de 2,5%. La prévision était une croissance du PIB de 2,5%, mais cette fois-ci à cause du coronavirus, donc cette croissance-là sera plutôt une diminution de 0,9%. Les pays en développement en particulier, ceux qui dépendent du tourisme et des exportations de produits de base, sont confrontés à des risques économiques accrus. L'autre volet de cette crise du coronavirus est la crise entrepreneuriale, ce que nous appelons ici crise entrepreneuriale. Selon des études et des sondages réalisés à travers le monde, il s'avère qu'environ 25% des PME ne survivront pas plus d'un mois à la forte baisse de leurs revenus provoquée par la crise de la coronavirus. Environ 50% des entreprises ont réduit les heures de leurs employés et certaines ont procédé à des licenciements temporaires ou définitifs. Selon les entreprises jouent donc un rôle essentiel dans la protection de la santé et de la sécurité des employés, dans la limitation de l'impact négatif de la pandémie sur l'économie et les populations. C'est ainsi que pour les soutenir, notamment pour le maintien des emplois, les gouvernements interviennent auprès des entreprises en leur accordant des financements pour gérer la crise du Covid-19 sous forme à la fois de prêts ou de subventions ou d'allègement de charges. Donc, on a vu, je crois que M. le secrétaire général a dit tout à l'heure, effectivement, qu'au niveau du Cameroun, par exemple, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour l'allègement des charges des entreprises. La crise, enfin, est sociale parce que la finalité des interventions gouvernementales est de freiner la progression de la pauvreté, de réduire les risques de révolte sociale et à terme de relancer la consommation de l'économie. En déconfinant rapidement et en soutenant financièrement les entreprises, les gouvernements veulent rendre ces dernières plus résilientes et maintenir à travers elles les emplois et le pouvoir d'achat des ménages. Donc, les populations sont touchées, en fait, le monde du travail est violemment touché, mais donc c'est au gouvernement d'essayer d'apporter donc des appuis aux entreprises, mais des appuis qui sont évidemment bien ciblés parce qu'il ne s'agit pas de répéter des erreurs qui ont eu lieu dans le passé. Je pense à la crise de 2008, la crise financière, où les gouvernements ont soutenu les banques et finalement, il s'est avéré que les banques sont tout simplement devenues plus riches, les propriétaires se sont versés des dividendes importants. Donc, il faut que les interventions gouvernementales vis-à-vis des entreprises soient ciblées sur le maintien des emplois. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce constat donc,
étant fait sur l'environnement, dans le contexte des problèmes que pose le coronavirus. Donc, quelles sont les perturbations, quelles sont les activités, comment les entreprises sont donc affectées par cette situation en redescend maintenant au niveau vraiment de l'entreprise. En situation de crise majeure telle que la pandémie du Covid-19, les entreprises font face aux problèmes suivants qui constituent une menace pour la continuité de leurs activités. Absence du personnel pour un certain nombre de raisons, notamment des maladies personnelles, des maladies des membres de la famille, des problèmes de garde d'enfants si les écoles ferment, etc. Donc, on s'attend pendant cette crise, donc, quand il y a une telle crise, le personnel est très souvent absent pour des raisons que nous venons d'exposer là. Également, autre problème, ce sont les perturbations des services essentiels, tels que les télécommunications, les services financiers, l'approvisionnement énergétique et la logistique. Donc, les services essentiels donc, pour les entreprises, pour le fonctionnement des entreprises, évidemment, c'est l'électricité, c'est l'eau, c'est Internet. Donc, pendant donc, cette période, évidemment, ces perturbations sont accrues. Et on l'a vu partout où nous sommes. Autre type de problème sont les interruptions de la fourniture du matériel ou des prestataires de services nécessaires. Donc, les entreprises ont du mal à s'approvisionner, donc la chaîne d'approvisionnement est affectée. Donc, du coup, la production, évidemment, risque d'être impactée, ainsi de suite. Autre problème, c'est une augmentation ou une diminution importante de la demande des produits et services. Pendant que certaines entreprises connaissent une baisse de demande de leurs produits, de leurs services, d'autres peuvent connaître une hausse. Par exemple, ceux qui fabriquent le matériel hygiénique, les produits hygiéniques, évidemment, ont une demande qui est très forte et évidemment, cela peut également perturber le fonctionnement de l'entreprise. Je ne parle donc pas aussi des cas où les entreprises, évidemment, comme c'est la plupart en général des cas, ont une diminution très forte de la demande de leurs produits et donc qui nécessite également des ajustements internes. Autre problème, c'est l'interruption des voyages et des mouvements transfrontières de personnes et de marchandises. Vous savez, il y a eu des fermetures de frontières, évidemment, qui affectent le fonctionnement des entreprises parce qu'évidemment, les personnes, les vendeurs, les commerciaux, les dirigeants ne peuvent plus se déplacer entre les pays et également les marchandises, même si dans plusieurs cas, les frontières n'ont pas été fermées pour le transport des marchandises, mais cela a entraîné de très fortes perturbations. L'annulation des réunions ou des rassemblements publics, l'augmentation de la peur du public qui pousse les clients à éviter les lieux publics, y compris les commerces de détail, les activités touristiques, les restaurants, les loisirs, etc. L'absence de trésorerie pour financer l'exploitation courante, c'est-à-dire payer les salaires, devient un problème, payer les loyers devient un problème, payer les services et les biens essentiels permettant de maintenir l'activité également sont un problème. Parce qu'évidemment, étant donné que les entreprises encaissent moins de revenus parce qu'elles vendent moins, ou bien que les clients, même si elles vendent, les clients ont du mal à payer, évidemment, ça entraîne les problèmes de trésorerie donc, qui menacent le fonctionnement de l'exploitation courante. Également, les entreprises font face dans cette période-là à des pertes financières du fait de la baisse des revenus et de la hausse des charges. Et donc, le chiffre d'affaires est en diminution pendant que certaines charges sont en augmentation. Bien que je prends juste les charges pour faire l'hygiène, pour se mettre aux normes en fait, en matière de santé publique, évidemment, tout ça là, ça entraîne une hausse des dépenses. Donc, l'ensemble de ces problèmes qui ne sont pas exhaustifs, mais qui présentent, en fait, qui sont, qu'on appelle ça, qui donnent une image un peu générale des types de problèmes auxquels font face les entreprises. Donc, cet ensemble-là perturbe et menace la continuité des activités de l'entreprise. Donc, quelles sont les solutions face à ces problèmes? Une fois qu'on a posé les problèmes, il faut évidemment trouver les solutions. Qu'est-ce que les entreprises doivent faire pour s'en sortir face à une telle crise?
Donc, nous disons que pour accroître leur résilience en période de perturbation, les organisations doivent se doter d'un système de management de la continuité d'activité, SMCA, pour avoir un cadre efficace et cohérent de gestion de crise. Donc, cela comprend la structure de l'organisme, les politiques, les activités de planification, les responsabilités, les procédures, les processus, les ressources. Le SMCA, donc le système de management de la continuité d'activité, comprend le PCA, c'est-à-dire le plan de continuité d'activité, et également le PRA, le plan de reprise d'activité. Donc, ce que nous sommes en train de dire ici, c'est que les entreprises, pour gérer, pour être résilientes, pour se prémunir et résister aux problèmes de la crise de la pandémie du Covid-19, par exemple, donc, elles doivent se doter de ce que nous appelons ici un système de management de la continuité d'activité. Donc, c'est un système qui touche toutes les fonctions, toutes les activités de l'entreprise, qui permet de faire tous les ajustements nécessaires, de prévoir, de planifier tous les ajustements nécessaires et à travers donc des documents spécifiques tels que le plan de continuité d'activité et le plan de reprise. Nous verrons plus loin en fait de quoi il s'agit. Le plan de continuité d'activité, ou PCA, ce sont des informations documentées servant de guide à un organisme, une entreprise, pour répondre à une perturbation et pour reprendre, rétablir et restaurer la délivrance de produits et de services en cohérence avec ces objectifs de continuité d'activité. Donc, c'est un document très important que toutes les entreprises devraient se doter parce que ça permet on verra plus loin que ça permet d'anticiper et de planifier la gestion de crise. La continuité d'activité, c'est la capacité d'un organisme à poursuivre la délivrance de produits et de services dans des délais et à un niveau de capacité prédéfini acceptable relativement à une perturbation. Donc, on a essayé de vous donner ici ce que nous entendons par continuité d'activité. C'est la capacité que l'entreprise a de continuer à produire, à fournir ses produits et services à ses clients dans des délais et à des niveaux de capacité acceptables. Donc, tandis que la perturbation, parce qu'on pourrait tout le long parler de perturbation, ce sont les incidents, anticipés ou non, qui entraînent des cas négatifs non planifiés par rapport à la délivrance prévue de produits ou des services sur les objectifs de l'organisme. Donc, la crise du Covid-19 est une perturbation pour l'entreprise. Donc, c'est quelque chose qui vient perturber on peut dire, la continuité d'activité. Parce que donc, ça affecte la capacité de l'entreprise à continuer à fournir ses services à ses clients. Donc, le PCA, dans le plan de continuité d'activité, sert à minimiser les impacts d'une perturbation telle une pandémie, une catastrophe naturelle, technologique ou sociale sur la poursuite et la pérennité de l'activité de l'entité concernée, qui peut être une entreprise, un gouvernement, une institution ou autre chose. Le PCA permet de garantir que l'organisation ou l'entreprise dispose des ressources et des informations nécessaires pour faire face à une situation d'urgence. Un PCA bien conçu aidera l'entreprise à minimiser le risque d'une situation d'urgence où une crise pourrait causer à ses employés, clients, fournisseurs et à la continuité de ses opérations commerciales et ses résultats. Donc, on voit que c'est vraiment une aide à la gestion, mais une gestion de crise. Comment mettre en œuvre donc les solutions envisagées? On a vu que la solution, c'est le système de management de la continuité d'activité. Et dans ce système de management de la continuité d'activité, il y a des outils qu'on appelle le PCA, c'est-à-dire le plan de continuité d'activité, et le PRA, le plan de reprise d'activité. Ce sont des composants ou des outils de ce système de management de la continuité d'activité. Donc, comment donc mettre en œuvre dans ces solutions, ces outils?
nous disons que nous devons nous appuyer sur des normes. Donc, il y a des normes qui existent pour cela qui encadrent en fait le processus. Je parle ici de la norme ISO 22301, qui est, dont la dernière version est sortie, je crois, en octobre 2019, donc qui porte sur la sécurité, la résilience et la résilience des systèmes de management et de la continuité d'activité et leurs exigences. La norme ISO 22301 spécifie les exigences pour mettre en œuvre, maintenir et améliorer un système de management afin de se protéger contre les perturbations, réduire la vraisemblance de leur survenance, s'y préparer, y répondre et se rétablir lorsqu'elles se produisent. Cette norme est applicable à tous les types et toutes les tailles d'organisation qui mettent en œuvre, maintiennent et améliorent un système de management de continuité d'activité, qui cherchent à assurer la conformité à la politique de continuité d'activité déclarée, qui ont besoin d'être aptes à poursuivre la livraison de produits et la fourniture de services à un niveau de capacité acceptable et préalablement défini durant une perturbation, qui cherchent à améliorer leur résilience à travers l'application efficace du SMCA. Donc, le présent document peut être utilisé pour apprécier l'aptitude d'un organisme à satisfaire ses propres besoins et obligations en matière de continuité d'activité. Donc, c'est une norme vraiment très importante auquel donc, tout le monde devrait se référer parce qu'elle encadre, elle vient vraiment aider l'organisation, la structure à faire face à la gestion de crise. L'élaboration du PCA se fait dans le cadre de la norme ISO 22301. Pour élaborer le PCA de l'entreprise, il faut commencer par établir son profil de risque. L'entreprise ne va pas d'abord faire un diagnostic, une évaluation de son profil de risque. On parle de quel risque? On parle de risque de vulnérabilité. Il faut donc évaluer les risques de vulnérabilité de l'entreprise à la pandémie en termes d'impact sur les 4 pays. Donc, on va regarder les risques de vulnérabilité en termes d'impact sur le personnel. Donc, comment cette crise, cette pandémie va affecter la vie des travailleurs et des membres de leur famille. Vous voyez ici là qu'on ne parle pas seulement des travailleurs, on associe directement les membres de leur famille. Parce qu'évidemment, qui dit pandémie, si un membre de la famille est touché, évidemment l'employé, le travailleur sera touché. Donc, le travailleur n'est plus vu comme juste le travailleur, mais il est vu dans sa globalité, donc avec les membres de sa famille. Donc, quel est le risque de vulnérabilité donc des travailleurs et des membres de leur famille? Quels sont les procédés? Quelle est la vulnérabilité des procédés que nous avons en place? C'est-à-dire, donc, est-ce que le fonctionnement de notre entreprise sera affecté par le Covid, par la pandémie? Donc, on va revoir en fait nos procédés. Est-ce que les profits de l'entreprise sont affectés seront réduits, ou bien est-ce que nos pertes vont s'accentuer? Est-ce qu'on aura des pertes? Donc, évidemment, on regarde donc, par rapport, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la capacité de générer des revenus. Est-ce que l'entreprise pourra encore générer des revenus? Est-ce que l'entreprise pourra encore vendre? Également, on regarde par rapport au partenariat, donc l'environnement. Est-ce que l'environnement est favorable pour réaliser les activités de l'entreprise? On va se poser ces questions. Si nous avons des partenaires stratégiques, par exemple, qui nous fournissent la matière première, qui nous fournissent des ressources humaines, qui nous fournissent des appuis techniques, est-ce que cela va continuer? Est-ce que cela sera affecté ou dans quelle mesure cela sera affecté? Donc, on regarde les risques de vulnérabilité de l'entreprise par rapport à la pandémie. Donc, pour cela, nous allons donc planifier l'impact d'une pandémie sur l'entreprise. Donc, il faut d'abord donc penser à la planification, on réfléchit avant. Donc, dans le cadre du plan de continuité d'activité, on réfléchit sur l'impact de la pandémie sur l'entreprise. Il y a certaines actions qui doivent être planifiées. Parmi lesquelles il y a l'identification d'un coordonnateur ou d'une équipe, avec des rôles et des responsabilités définis pour la planification de la préparation et de l'intervention.
le processus de planification devrait inclure la contribution des représentants des travailleurs. Okay? Donc, dans une entreprise, quand il y a une crise telle qu'une pandémie, on doit désigner monsieur pandémie, en fait, ou madame pandémie. Donc, qui sera le coordonnateur, le champion en matière pour la gestion de la crise? Et quelle est l'équipe, si une équipe dédiée va être mise en place, quelle est l'équipe qui sera donc nécessaire pour cela? On va également, dans la planification, identifier les ressources essentielles, notamment les employés clés et les intrants essentiels. Par exemple, la matière première, les fournisseurs, les services, les produits de sous-traitance et de logistique nécessaires pour maintenir les opérations commerciales par emplacement en fonction et pendant une pandémie. Donc, on doit réfléchir avant. Quels sont les employés clés qui devront être maintenus en place pour pouvoir gérer? Quels sont les sites? Dans quel site on va le faire? On va également identifier les clients clés, les clients essentiels. Toujours dans la planification, on doit élaborer et planifier des scénarios susceptibles d'entraîner une augmentation ou une diminution de la demande pour les produits d'entreprise ou ses services pendant la pandémie. Par exemple, les effets de la restriction sur les rassemblements de masse, les besoins de fourniture d'hygiène. Donc, quels seront les scénarios qu'on envisage? Donc, on va réfléchir avant et voir donc, et les analyser. On va déterminer l'impact potentiel d'une pandémie sur les finances de l'entreprise en utilisant plusieurs scénarios possibles qui affectent différentes gammes de produits et de services, aussi de production. On va également déterminer l'impact potentiel d'une pandémie sur les voyages nationaux et internationaux liés aux affaires, par exemple les quarantaines, les fermetures de frontières. Comment la restriction ou la fermeture des frontières va affecter l'entreprise, le fonctionnement. Donc, si on avait des habitudes ou des nécessités de voyage pour de faire une affaire, évidemment, comment cela va nous affecter et comment on va se réorganiser en conséquence. Également, il faudra trouver des informations à jour et fiables sur la pandémie provenant de la santé publique communautaire, de la gestion des urgences et autres sources et établir les liens durables. Okay, donc, il faudra voir quelles sont les sources d'informations auxquelles on va se fier pour pouvoir gérer la pandémie dans l'entreprise. On va établir également, dans la planification de la pandémie, on va établir un plan de communication d'urgence et le réviser périodiquement. Ce plan comprend l'identification des contacts clés, les soldats, la chaîne de communication, y compris les fournisseurs et les clients, les processus de suivi et de communication du statut de l'entreprise et des employés. Donc, on mettra également en œuvre un exercice pour tester le plan et le réviser périodiquement. Okay. Donc, la planification nécessite vraiment toute une réflexion en amont, donc, comme on vient de démontrer là. Également, on va réfléchir sur l'impact d'une pandémie sur les employés et sur les clients. Donc, il faut anticiper, réfléchir avant, prévoir, analyser. Donc, il s'agit donc de prévoir et de permettre les absences des employés pendant une pandémie en raison des facteurs tels que la maladie personnelle, la maladie des membres de la famille, les mesures de confinement et les quarantaines, les fermetures d'écoles ou d'entreprises et les fermetures de transports en commun. Donc, comment on va gérer les absences des employés? Mettre en œuvre des directives pour modifier la fréquence et les types de contact en face à face. Donc, par exemple, on va interdire les poignées de main, on va réaménager les bureaux et les postes de travail partagés, et ainsi de suite. Évidemment, et là également, il y a toutes les mesures de distanciation sociale qui peuvent être introduites. Donc, ces mesures-là seront donc entre les employés, à la fois donc, des mesures pour réduire, pour modifier les fréquences, pour modifier les contacts, pour réduire les contacts. Donc, ce sera à la fois parmi les employés et entre les employés et les clients.
On va également évaluer l'accès des employés aux soins de santé et leur disponibilité pendant une pandémie et améliorer les services aux besoins. Donc, l'entreprise va s'assurer que les employés auront accès aux hôpitaux, auront accès aux soins et que, en fait, s'il y a une couverture d'assurance maladie, par exemple, il faut qu'elle soit bien en place et que, au besoin, elle soit revue pour pouvoir gérer dans les cas de maladie liés à la pandémie. Également, il s'agira d'identifier les employés et les clients clés ayant des besoins spéciaux et intégrer les exigences de ces personnes dans le plan de préparation. Si on a des employés handicapés, évidemment, il faudra donc prévoir également des solutions en fait, ou des mesures pour gérer ces cas spéciaux-là. Autre élément important dans la planification, dans le plan de continuité d'activité, c'est d'établir des politiques à mettre en œuvre lors de la pandémie. Donc, il s'agit donc d'établir des politiques d'indemnisation des employés et des congés pour maladies propres à une pandémie, y compris des politiques sur le moment où une personne présentement malade n'est plus contagieuse et peut retourner au travail après une maladie. Il faut donc définir ces politiques-là. Donc, par exemple, pendant également une pandémie, on peut décider de mettre des employés en chômage technique, on peut décider d'accélérer le processus de congé, donc de donner plus de jours de congé aux employés, de congés payés évidemment, donc ça entraîne des coûts d'indemnisation. Également, on peut aussi requalifier en fait la notion, la durée de congé maladie pendant une période, pendant une pandémie. Donc, ce sont autant de mesures, des politiques qui doivent être revues pour être appliquées pendant la pandémie. Il s'agit également d'établir des politiques pour un aménagement du temps de travail, donc notamment un lieu de travail flexible, par exemple donc le télétravail et des heures de travail flexibles, par exemple des jours décalés. Donc, nous avons vu que dans des entreprises, on a instauré, on a développé le télétravail. Donc, ça, c'est une politique qui doit être écrite, qui doit être prévue à l'avance. Également, des heures de travail flexibles. Donc, donner la possibilité aux employés de travailler un jour sur deux, ainsi de suite. Donc, mais, comme on insiste ici, là, c'est vraiment des politiques qui sont, qu'on n'improvise pas, mais qu'on prédéfinit à l'avance pour gérer ce genre de situation de crise. Il s'agit également d'établir des politiques pour prévenir la propagation de la pandémie sur le lieu de travail. Donc, quelles sont les mesures à prendre sur le lieu du travail pour prévenir la propagation de la pandémie? Donc, par exemple, donc, désinfecter les sites, promouvoir le port du masque, le lavage des mains, la prise de température, la distanciation sociale, l'exclusion rapide des personnes présentant des symptômes d'infection à la maladie. Il faut que l'entreprise se dote de ces politiques-là. Établir des politiques pour les employés qui ont été exposés au virus, qui sont soupçonnés d'être malades ou qui tombent malades sur le lieu du travail. Quel est le plan? Quelle est la politique? Quelles sont les mesures? Quelles sont les procédures que l'entreprise met en œuvre pour gérer ces situations-là? Donc, ça doit être prévu dans le plan de continuité d'activité. Établir également des politiques pour restreindre les voyages dans les zones géographiques touchées. Donc, si une ville est plus touchée que d'autres, évidemment, il faut que l'entreprise prenne une décision. Si Yaoundé est plus touché que Douala, on pourrait donc prendre des mesures, des directives pour réduire, pour restreindre les voyages dans les zones géographiques plus touchées. Donc, envisager donc les sites nationaux et internationaux, évacuer les employés travaillant dans ou à proximité d'une zone touchée lorsqu'une épidémie commence et donner des conseils aux employés revenant des zones touchées. Donc, lorsqu'on a la santé publique a identifié des foyers d'infection et que l'entreprise a des sites dans ces foyers d'infection, il faut donc prendre des politiques, il faut prendre des mesures pour soit fermer les sites, soit évacuer les employés ou réduire, ou en tout cas, il faut que l'entreprise prenne des mesures pour s'ajuster. Mettre en place des autorisations, des déclencheurs et des procédures pour activer et mettre
fin au plan de réponse de l'entreprise. Notamment modifier les opérations commerciales, par exemple, arrêter ou modifier les opérations dans les zones touchées et transférer les connaissances commerciales aux employés clés. Autre élément important à prendre en compte dans le plan de continuité d'activité, il s'agit d'allouer des ressources pour protéger les employés et clients lors d'une pandémie. On doit prévoir les approvisionnements en fourniture de contrôle des infections suffisantes et accessibles, par exemple les produits d'hygiène, des mains, des mouchoirs et des récipients pour leur élimination dans tous les sites commerciaux. Améliorer les infrastructures de communication et des technologies de l'information selon les besoins pour soutenir le télétravail des employés et l'accès à distance des employés. Il faut que les entreprises, étant donné donc la pandémie, étant donné des mesures de promotion du télétravail, par exemple, ou des réunions par visioconférence, il faut que les entreprises augmentent leur capacité ou leur capacité en télécommunication, donc notamment les infrastructures informatiques et Internet doivent être, on peut dire, upgradées pour essayer vraiment d'être en mesure de gérer ce flux additionnel, ce flux important en matière d'échange d'informations par les voies numériques. Il faut également assurer la disponibilité des consultations et de conseils médicaux pour les interventions d'urgence. Par exemple, on pourrait faire tester le personnel par les médecins de santé de l'entreprise. Donc, ce sont des mesures que l'entreprise doit envisager en termes de politique. Autre mesure importante, communiquer avec les employés et les informer. Donc, il s'agira pour l'entreprise d'élaborer et de diffuser les programmes et le matériel couvrant les principes fondamentaux de la pandémie. Exemple, les signes et les symptômes, les modes de transmission, la protection personnelle et familiale et les stratégies d'intervention. Donc, l'entreprise doit faire la promotion de ces informations. Hein. Donc, il faut que s'il y a des brochures, s'il y a des sites, s'il y a vraiment des informations qui peuvent permettre de mieux comprendre et qui peuvent permettre aux personnes de mieux comprendre et de mieux gérer notamment les mesures de prévention. Alors, il faut vraiment qu'il y ait cette capacité de l'entreprise à les diffuser ou élaborer elle-même. Également, l'entreprise doit anticiper la peur et l'anxiété des employés. C'est normal que les employés aient peur et soient inquiets de la situation. Donc, on doit anticiper ça. On doit anticiper les rumeurs et la désinformation et planifier les communications en conséquence. Donc, je pense qu'on a vécu ces cas-là où on apprend par les réseaux sociaux que tel employé de telle entreprise est touché par le Covid ou bien est mort du Covid. Évidemment, cela crée une psychose et la désinformation parce que parfois on va au-delà de la réalité ou bien on exagère les faits. Donc, il faut que l'entreprise anticipe tout cela et sache et ait un plan de communication approprié. Parce qu'évidemment, il peut y aller de sa réputation et même de sa continuité d'exploitation. Parce que si vous avez une entreprise et qu'il y a une rumeur qui se répand que vos employés, bien que plusieurs de vos employés sont affectés, sont atteints de COVID-19, évidemment, cela peut empêcher certains clients, notamment pour les commerces, de venir faire des achats dans votre magasin, et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment que l'entreprise sache, anticipe ces situations et prévoit une communication appropriée pour cela. Il faut également s'assurer que les communications sont culturellement et linguistiquement appropriées. Bon, évidemment, tout dépend des environnements, des régions géographiques dans lesquelles les entreprises sont implantées. On ne fait pas la même communication dans telle région et dans l'autre, parce qu'évidemment, les populations n'ont pas la même culture, n'ont pas la même sensibilité. Donc, il faut évidemment faire attention à cela. Et également, on doit diffuser aux employés des informations sur le plan de la préparation et d'intervention en cas de pandémie. Donc, les employés doivent savoir quoi faire. Donc, l'entreprise doit diffuser les informations sur le plan vraiment de la préparation et de l'intervention. Donc, la communication, on voit ici, est vraiment essentielle et très importante parce qu'il y va de la réputation et puis
de la confiance à la fois des employés et du public. Donc, on demande aux entreprises de développer des plateformes, par exemple des lignes directes, des sites web dédiés pour communiquer sur la situation et les actions à entreprendre en cas de pandémie aux employés, aux vendeurs, fournisseurs et clients à l'intérieur de manière cohérente et en temps opportun. Donc, l'entreprise doit prévoir donc, vraiment des lignes de téléphone spéciales au besoin ou alors des sites spécialisés. Également, elle doit identifier les sources officielles pour obtenir des informations précises et opportunes sur la pandémie. Donc, des sources, évidemment, on va se baser sur les sources nationales que le gouvernement donne, mais également sur les sources internationales. On a donc, par exemple, pour les cas de pandémie, on a l'OMS, qui est également une référence à ce niveau-là, au niveau international. Et puis, les ressources, donc, également, pour obtenir les contre-mesures. Donc, par exemple, les médicaments. Donc, je pense qu'on a tous entendu tous les débats qu'il y a eu dans les réseaux sociaux, dans les médias, sur les médicaments. Donc, chacun y allant de sa trouvaille ou de son invention. Donc, il faut que l'entreprise donne en fait quand même une position, en fait que l'entreprise arrête un certain nombre d'informations qu'elle peut communiquer. Donc, après avoir validé, évidemment, la fiabilité de ces sources ou ces informations-là. Donc, également, l'entreprise doit se coordonner avec les organisations externes et aider la communauté. Donc, l'entreprise fonctionne dans une communauté, dans un environnement. Donc, elle ne doit pas vivre en marge de cette communauté-là en cas de crise. Donc, elle doit collaborer avec les agences de santé publique nationales et locales pour participer à leur processus de planification et pour comprendre leurs capacités et leurs plans. Donc, l'entreprise doit être proche, on peut dire, en tout cas proche, c'est une façon de parler, mais l'entreprise doit être à l'écoute des agences de santé publique pour échanger les informations, pour connaître, en fait, pour mieux comprendre les processus qui sont prévus. Elle doit également communiquer avec les agences de santé publique locales ou nationales au sujet des actifs ou des services qu'elle pourrait apporter à la communauté. L'entreprise est une entreprise, on doit tous se comporter en entreprise citoyenne. Donc, si l'entreprise peut faire une contribution à la santé publique en termes de ressources ou en termes de services, donc, il faudra donc qu'elle puisse le faire. Donc, ça, c'est des choses auxquelles il faut penser avant. Et également, l'entreprise va partager les meilleures pratiques avec d'autres entreprises de sa communauté et les associations pour améliorer les réponses, les efforts de réponse de la communauté. Donc, les meilleures pratiques en matière de prévention, en matière de gestion de crise par l'entreprise doivent être partagées autant que possible. Donc, si on a des entreprises dans le même environnement qui ont des problèmes, on peut évidemment leur faire part de notre expérience. L'autre élément de la solution, on a dit tout à l'heure, c'était le PRA, le plan de reprise d'activité. Donc, en fait, là, nous sommes en train de voir comment on se déconfine, comment on déconfine l'entreprise. Tout à l'heure, on était dans le confinement. Là, maintenant, pour redémarrer les activités, une fois qu'on a géré la crise, on doit bien redémarrer, on doit bien reprendre. Mais pour reprendre les activités, il faut être également organisé et il faut être méthodique. Donc, le plan de reprise d'activité, le PRA, va donc nous servir à cela. OK? Donc, il peut être mis en place dans le cadre d'un PCA, d'un plan de continuité d'activité, ou de façon indépendante. Il dresse la marche à suivre afin de reprendre les activités le plus vite possible, de façon graduelle ou en mode plein régime. Okay? Il précise les modalités selon lesquelles l'entreprise pourra reprendre le fonctionnement normal en assurant un redémarrage aussi ordonné et rapide que possible. Okay? Donc, il faut penser à la reprise. On ne reprend pas la reprise, on ne fait pas la reprise de manière désordonnée.
Donc, c'est un peu le message ici, là. On doit être structuré. Donc, il faut penser également avant. En conclusion, la plupart des organisations et entreprises n'avaient pas de plan de continuité d'activité et encore moins de système de management de continuité d'activité au début de la pandémie du COVID-19. Donc, de ce fait-là, elles n'ont pas su anticiper, elles n'ont pas su prévoir, elles n'ont pas su gérer la crise. Ce manque de préparation et d'anticipation a été à l'origine des improvisations et hésitations observées tant au niveau des gouvernements, des institutions que des entreprises pendant la crise du COVID-19. Tout le monde a improvisé. Nous avons tous improvisé. Nous avons tous hésité. Nous avons tous tâtonné, en fait, parce qu'on n'avait pas prévu ça. Certaines personnes vont me dire on ne pouvait pas prévoir la pandémie. Je dis non, on doit prévoir les pandémies. On doit pouvoir les prévoir parce que il y a eu Ebola. Ebola, ça a été limité, ça a été circonscrit parce que son foyer était en Afrique. Et l'Afrique n'ayant pas le flux, surtout la zone africaine où le foyer existait, n'ayant pas le flux de voyage, le flux de personnes ou de marchandises comme ça a été le cas en Chine, évidemment, la propagation ne pouvait pas se faire, ne pouvait pas être de la même ampleur. Mais Ebola est une pandémie, par exemple. Et il y a d'autres pandémies, dont les grippes et ainsi de suite. Il y a tout un tas de pandémies. Donc, les bonnes organisations doivent le prévoir. Vous savez, dans les entreprises, on parle de risk manager. À quoi sert un risk manager s'il ne peut pas prévoir une pandémie qui peut détruire l'entreprise? Ça fait partie des risques auxquels les entreprises et les organisations sont confrontées. Donc, on doit prévoir les pandémies. On doit donc mettre en place, on doit se doter, les entreprises, les organisations doivent se doter des systèmes de management de continuité d'activité pour être résilientes pendant les crises et pour faciliter une reprise rapide et structurée de leurs activités. Je vous remercie. Donc, nous allons passer à la phase des questions-réponses. Je ne sais pas si la Chambre de commerce, s'ils vont reprendre ça. Mais nous devons maintenant passer à la phase des questions-réponses. Donc, je laisse la parole à la Chambre de commerce. C'est pas bon. Je vais déjà enlever le document. Stop share. OK, donc je vais continuer avec les questions et les réponses. Donc, je pense qu'on a reçu, je pense qu'on a reçu déjà quelques questions. Donc, je vais répondre en live ou à certaines. Donc, je prends la question.
Je prends la première question. Elle vient de Mira. La question, c'est comment amener les entreprises à payer les formations en période de COVID-19? Donc, comment amener les entreprises à payer des formations en période de COVID-19? D'abord, je m'interroge s'il y a des formations en période de Covid. Bon, évidemment, quand on dit formation, j'imagine, moi je comprends qu'il s'agit des formations en e-learning, hein, des formations soit à distance, soit avec des supports électroniques, mais pas des formations en salle, à moins que ce soit des formations en groupe réduit. Donc, je pense qu'il faut donc tout simplement identifier les formations qui vous donnent un maximum de sécurité sur le plan sanitaire. Hein, donc, soit privilégier les formations en e-learning. Dans ce cas, je pense qu'on peut les payer en ligne. On peut travailler avec les organismes qui font des formations à distance, ont sûrement des modèles, des possibilités de paiement en ligne, ou également faire des formations en salle, mais évidemment s'informer auprès du prestataire de la formation des dispositions qui sont prises pour assurer les mesures sanitaires, hein, de distanciation sociale, donc, et puis les autres mesures d'hygiène. Je pense que c'est tout simplement ça, mais sinon, ça devrait se faire dans ce cadre-là. Je prends la question de Madame Diop. La question suivante, donc elle dit: les modifications de forme de travail, télétravail étaient jusqu'alors accessoires. Va-t-il être consacré et reconnu comme une activité à part entière? Le Code du travail va-t-il s'adapter et reconnaître cette forme de travail à domicile? Ok, donc moi je dirais que le travail à domicile, tant l'entreprise que l'employé, hein, je pense que beaucoup ont apprécié le travail à domicile. C'était un peu comme une découverte pour certains, et je pense que les entreprises, tout comme les employés, beaucoup ont eu on appelle ça une appréciation favorable de ce mode de travail-là. Donc, jusqu'à un certain point, je pense que même avec la reprise des activités, il y aura une forme de travail, de télétravail qui va continuer. Je pense que cette forme de travail va continuer, peut-être pas de la même ampleur, sûrement pas dans la même ampleur, mais elle va quand même continuer pour certains travaux. Donc, même si les gens ne travaillent pas 5 jours sur 5 en télétravail, ils vont peut-être travailler 2 jours sur 5 en télétravail et 3 jours au bureau et vice-versa. Donc, je pense que c'est une forme qui est aujourd'hui, qui a fait ses preuves et qui est appréciée de tous. Donc, le Code du travail n'interdit pas, à ma connaissance, n'a jamais interdit le travail à domicile. C'est une question de contrat, de l'organisation du travail entre l'entreprise et l'employé. Hein, c'est vraiment le travail qui est organisé de cette manière-là. Mais je ne pense pas qu'il faille avoir une disposition spécifique du Code du travail pour gérer le travail à domicile. Évidemment, je laisse le soin aux experts dans ce domaine-là d'apporter peut-être la meilleure réponse. La troisième question porte sur, c'est M. Pierre Kofo qui demande: à quel moment de la vie de l'entreprise devrait-on élaborer le plan de prévention des pandémies? Est-ce un outil à élaborer en interne ou solliciter un consultant? D'abord, le plan de prévention des pandémies ou le plan de continuité d'activité, hein, disons, appelons-le comme ça, c'est un document qui est préparé au même titre que les manuels de procédure. Au même titre que les manuels de procédure. Donc, vous élaborez des manuels de procédure, vous devez également élaborer le plan de continuité d'activité. C'est une procédure. Donc, c'est une procédure de l'entreprise. Donc, il doit être élaboré avec les autres manuels de procédure. Donc, on ne doit pas attendre la pandémie, évidemment, pour l'avoir. Puisque c'est quelque chose qui est prévu pour aider, pour soutenir l'entreprise
pendant la pandémie. Parce qu'une fois que la pandémie se déclenche, on appuie sur le bouton PCA. Hein? Donc, on met en œuvre notre PCA qui est déjà élaboré, qui est déjà prévu. C'est pour ça qu'on demande d'ailleurs de le réviser de temps en temps, hein, pour qu'on puisse s'assurer que, évidemment, il est à jour par rapport aux évolutions tant de l'environnement externe que de l'environnement interne. Qui devrait l'élaborer? Est-ce que c'est un interne ou un consultant? Évidemment, c'est vraiment la même réponse que je vous donnerai pour les manuels de procédure. Si à l'interne, vous élaborez, vous avez l'habitude d'élaborer vos manuels de procédure, vous pouvez y aller. Mais si vous avez l'habitude, et c'est ce que, évidemment, je recommande, parce qu'il faut quand même des expertises variées là-dessus. Donc, si vous pouvez donc vous faire assister par un consultant, c'est encore mieux. Donc, moi, je dirais que c'est toujours la responsabilité de l'entreprise, mais l'entreprise devrait se faire accompagner par un consultant pour élaborer son manuel, son plan de continuité d'activité. OK? Donc, je vais prendre d'autres questions parce que je vois qu'il y a d'autres questions. Attendez un peu, j'essaie de parcourir ça, excusez-moi. Excusez-moi, j'essaie de... OK. Donc, j'ai la question de Mira. Comment amener les entreprises à... Ah oui, non, j'ai déjà répondu à ça, excusez-moi. Je suis monté plus haut. OK. Dans la question de quelqu'un qui est anonyme, comment organiser l'entreprise en appliquant la distanciation à ce sujet en Europe est très compliqué. Oui, d'abord, la distanciation en entreprise est évidemment difficile, mais on le fait autant que possible, hein, évidemment. C'est-à-dire que, d'abord, il faut savoir que ce que j'ai entendu dire, c'est que quand on ne peut pas faire la distanciation, il faut avoir le masque. Donc, en entreprise, on peut dire le principe peut être la distanciation, mais quand on ne peut pas respecter la distance de 2 mètres, parce que la distanciation, c'est la distance de 2 mètres entre 2 personnes. Quand on ne peut pas le faire, il faut porter le masque. Donc, quand on est seul dans son bureau, évidemment, on ne porte pas le masque, mais quand on partage le bureau avec 2 ou 3 collègues qui sont à des distances de moins de 2 mètres, donc il faudrait éventuellement porter le masque. Mais on doit réorganiser les bureaux pour qu'il y ait peut-être dans les bureaux une distance de 2 mètres. Mais c'est compliqué, mais la solution, quand on ne peut pas faire la distanciation sociale, c'est le port du masque. Il y a une question de M. Jean-Baptiste. OK, ce n'est pas une question parce que vous voyez, il dit maintenant la pandémie est là. Oui, la pandémie est là. Bon, on va donc, mais si on n'a pas eu de plan de continuité d'activité, ou bien on n'a pas un système de management de la continuité d'activité, évidemment, on va improviser. C'est ça l'improvisation. C'est ça qu'on a dit, on est dans l'improvisation. On va bricoler, on va trouver, on va chercher à pallier au plus pressé, mais on n'a pas un plan cohérent. Et donc, il y a des risques que, et c'est la raison pour laquelle les entreprises sont en difficulté. Parce que, comme elles n'ont pas prévu et ne sont pas organisées, donc, du coup, la continuité d'exploitation est vraiment durement touchée. Donc, c'est ça le sujet. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour dire attention, il faut prévoir avant. Bon, maintenant qu'on ne l'a pas prévu avant, on va prendre quelques éléments que nous avons donnés là pour essayer de mettre en œuvre. Mais vraiment, c'est des solutions de rattrapage. Mais préparons-nous à la prochaine pandémie, parce qu'elle arrive. Il ne faut pas croire, puisque personne ne voyait venir celle-ci, elle est là. Donc, dites-vous que si celle-ci est arrivée, une autre pourrait arriver demain. Donc, on doit prendre des mesures. Évidemment, les plans de continuité d'activité ou les systèmes de management de continuité d'activité
ne servent pas uniquement à gérer les pandémies, elles servent à gérer les perturbations. Ça peut être un problème qui est lié à une crise sociale, une crise politique, une guerre, je dirais même un incendie, et ainsi de suite. Donc, ce sont des outils en fait qui permettent de gérer les perturbations, tous les effets qui peuvent empêcher, qui peuvent nuire à la continuité d'activité, à la continuité d'exploitation. Donc, on a besoin donc d'un plan spécial qu'on va mettre en œuvre en cas de survenance d'un problème. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. J'ai la question de Mira. PCA, PRA, normes, nouveau vocabulaire indispensable en période de COVID-19. Comment permettre aux participants de s'y approprier? Évidemment, ce que nous faisons là, c'est une conférence qui est juste là pour vous sensibiliser, pour attirer votre attention sur les risques et sur les solutions éventuelles et la mise en œuvre de ces solutions éventuelles. Mais évidemment, on ne va pas tout régler aujourd'hui. Donc, il faudrait que les gens se forment, donc s'informent et se forment. Il faudrait que les gens se dotent des outils, de ces outils dont on parle là, et c'est comme ça qu'on va s'y approprier. Donc, c'est un processus, on est au début d'un processus. Donc là, on vous sensibilise. Après, il faut aller plus loin. Donc, il faut peut-être des formations, il faut peut-être des travaux pour mettre en œuvre ces outils-là. Évidemment, c'est à ce moment-là qu'on va s'y approprier. Ok, oui, Jean-Baptiste dit qu'il faut prévoir la nouvelle vague. Effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans la prochaine pandémie, il faut s'y préparer. Donc, il faut se lancer dans les outils. Ok, Moïse, comme Moïse Nambélé demande, est-ce que l'inexistence de PCA ou de SMCA n'est pas due à l'ignorance par les chefs d'entreprise de cet outil ou se former dans la maîtrise de cette norme? Comme je l'ai dit tout à l'heure, le risque de pandémie ou bien le risque de guerre, si on peut dire, parce qu'il faut voir tous les risques qui menacent, qui peuvent perturber le fonctionnement d'une entreprise, sont des risques connus qui existent. Donc, un bon manager, dans les normes des principes de bonne gouvernance aujourd'hui, on dit qu'il faut manager le risque. L'entreprise met en place des contrôles, met en place des tout, mais il doit aussi mettre en place un système de management des risques d'une manière générale. C'est ça la bonne gouvernance. Les entreprises qui sont bien gouvernées, c'est ça qu'elles font aujourd'hui. Donc, les chefs d'entreprise qui peut ignorer le SMCA, le système de management de continu d'activité, il peut l'ignorer, il peut ignorer le PCA, mais il ne doit pas ignorer le risque. Donc, il doit savoir que ce risque existe, ce risque peut détruire son entreprise, et donc pour cela, il doit se prémunir. Et se prémunir, c'est chercher donc à se doter d'un PCA ou d'un SMCA. C'est ça la gestion aujourd'hui dans le cadre de la bonne gouvernance. C'est de connaître les risques auxquels notre entreprise est confrontée, les risques qui peuvent menacer l'atteinte de nos résultats, qui peuvent même menacer notre existence. Dès qu'on sait que ces risques existent, un chef d'entreprise doit agir. Donc, ça veut dire qu'il doit prendre des mesures appropriées pour se prémunir. Et là, se prémunir, c'est le SMCA, c'est le PCA. OK? Donc, il faut seulement, pour ceux qui, comme beaucoup, je crois que la majorité a ignoré ces risques-là, donc il faut simplement commencer le processus par essayer donc de mettre en œuvre ou de se renseigner sur ces outils-là. OK, il y a une question de François Bécolo concernant le risk manager. C'est vrai qu'il existe, donc il dit, c'est vrai qu'il existe un risk manager, mais est-ce que les entreprises au Cameroun ont le jugement et l'expérience nécessaires pour le mettre en place? On voit bien qu'avec le COVID-19, cela a surpris énormément d'entreprises.
Bon, ma réponse est que il y a eu une lacune générale des consultants, une défaillance générale des consultants, des risques managers. Parce que le risque de pandémie existe, a toujours existé, il n'est pas nouveau, et ce risque-là n'a pas suffisamment été pris en compte par les personnes qui travaillent dans les entreprises ou les consultants qui aident les entreprises dans la gestion des risques. Donc, c'est une défaillance collective. C'est une défaillance collective. Donc, parce qu'il n'y a pas de raison que... D'abord, si on a ignoré ce risque, là, c'est une faute professionnelle. Hein. Si on a ignoré le risque de pandémie, c'est une faute. Parce qu'il existe, il est bien là, il est déjà arrivé dans d'autres temps, ok, et il est menaçant, il est toujours là. Donc, l'ignorer, c'est une défaillance. Ne rien faire, je dirais, c'est encore plus grave. Donc, c'est une défaillance, c'est une vraie défaillance collective. Ok, donc, il faut seulement que les gens reconnaissent leur faiblesse, hein, et puis qu'on prenne les dispositions pour s'en sortir. Justin Ambassa demande quitte des mesures d'accompagnement de l'État du Cameroun en période de Covid-19. Ok, donc je pense que la Chambre de commerce sera plus appropriée, la Chambre de commerce du Cameroun sera mieux outillée pour répondre, pour rappeler ces mesures-là, mais il y a des mesures qui ont été prises par l'État. Et ces mesures-là aident les entreprises aujourd'hui, aident certaines entreprises, pas tout le monde ne va pas évidemment trouver son compte, aident certaines entreprises à traverser cette crise-là du Covid-19. Monsieur Englebert Zoé-Tundi remercie la Chambre, remercie le présentateur. Donc, sa question, c'est certains secteurs ont déjà des normes pour l'élaboration des plans d'urgence opérationnels, comme le PCA s'intègre dans un plan d'urgence. Oui, ok, donc ça c'est une contribution. Donc, il y a des secteurs qui ont des normes pour l'élaboration des plans d'urgence opérationnels, comme le PCA, donc qui s'intègre dans un plan d'urgence. Et donc, c'est une information donc, qui est partagée. Jean-Baptiste pose la question, quelle analyse faites-vous de la défaillance des États dits forts, mais ayant échoué à mettre en place un plan? Je pense que ça nous interpelle tous. Hein. Nous sommes tous surpris que des pays comme la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, en tout cas l'Europe, on a vu vraiment comment ces pays ont été surpris par cette pandémie et surtout comment ils ont improvisé dans la gestion de cette pandémie. C'était le tâtonnement général au niveau des grandes puissances. Je pense que j'ai même eu à écrire un article dans les newsletters pour dire que finalement, nous on croyait qu'on était protégé par les grandes puissances, mais si les extraterrestres nous attaquent demain, mais qui va donc nous protéger si les grandes puissances vacillent à ce point-là face à un tel virus? Donc, nous, on croyait qu'avec les grandes puissances à nos côtés, on pouvait même faire la guerre aux extraterrestres s'ils nous envahissaient. Mais là, on voit que ce n'est pas possible. Donc, vraiment, il y a un fait est que les grandes puissances ont montré leurs limites. On a vu qu'aujourd'hui, que c'est des pays extrêmement fragiles. Nous qui les croyons si forts, si solides. Donc, la pandémie là, du Covid-19 a montré à quel point ces pays-là, qui parfois donnent des leçons, sont eux-mêmes d'abord mal chaussés. Donc, je pense que tout le monde doit se remettre en cause. Hein, tout le monde, ce n'est pas que les pays en voie de développement. Nous, les pays en voie de développement doivent faire beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Mais même les pays développés, on s'en rend compte aujourd'hui. Olivier Bessama
dit, à l'instar de la COBA qui a exigé aux établissements de crédit de se doter d'un PCA, quitte des établissements exerçant dans les autres secteurs d'activité. Effectivement, au niveau des banques, il y a une obligation réglementaire de se doter de plans de continuité d'activité. Okay? Donc, ça, c'est une obligation réglementaire. Comme je crois que quelqu'un l'a dit, il y a des secteurs qui imposent des règles dans ce sens-là. Donc, les banques ont l'obligation et en ont. Et je pense même que si on observe bien, les banques ont mieux résisté à la pandémie, même si pour beaucoup leurs PCA sont en déphasage, ne sont pas, comment on peut dire ça, à jour par rapport à la nouvelle donne, par rapport à leur propre organisation, parce que parfois on a des PCA, on voit qu'il y a des PCA qui sont un peu obsolètes, mais ça existe, ça a l'avantage d'exister. Maintenant, les entreprises des autres secteurs, évidemment, elles n'ont pas d'obligation réglementaire, mais on se rend compte qu'elles ont une obligation existentielle. C'est une obligation existentielle. Parce que si vous n'avez pas de PCA, il y a des risques, et il est très important que votre entreprise ne résiste pas à une telle pandémie, à une crise, à une perturbation majeure. Donc, c'est là. Donc, on a parlé tout à l'heure dans la présentation du risque de vulnérabilité. Donc, votre entreprise est très vulnérable. Donc, vous devez donc prendre des mesures, prendre donc une assurance, prendre donc des mesures pour la protéger. Et donc, le PCA est un des outils, un outil sur lequel on peut agir. C'est notre levier de gestion, c'est un outil de gestion. Donc, les entreprises ont intérêt, dans le cadre de la bonne gouvernance, à se doter. Donc, il faut que les conseils d'administration exigent cela, vraiment mettre ça comme une priorité pour assurer pour renforcer donc leurs entreprises. Donc, il faut les PCA. C'est pas une exigence réglementaire pour les entreprises de certains secteurs, mais c'est une obligation vraiment de survie même, une obligation existentielle. Monsieur Tourdi pose la question, que pensez-vous des entreprises qui décident de réduire considérablement leurs effectifs pendant la pandémie? D'abord, les entreprises si le chiffre d'affaires a diminué, si les ventes diminuent, ça veut dire que si la production diminue pendant la pandémie, ça veut dire que le travail diminue. Si j'avais besoin de 50 personnes pour produire un frigidaire et que maintenant, finalement, je produisais 100 frigidaires par mois et que maintenant, je produis 10 frigidaires par mois, est-ce que je vais garder le même nombre d'employés? C'est normal qu'il y ait un ajustement au niveau des effectifs. On ne peut pas reprocher aux entreprises de réduire les effectifs pendant la pandémie alors que leurs activités sont à l'arrêt ou sont en forte diminution. Ça, c'est normal. Mais évidemment, il faut que l'entreprise fasse attention parce que la pandémie va durer un temps qu'on ne maîtrise pas, qui peut être très court, le temps qu'on trouve des médicaments et peut-être d'autres choses, et puis l'activité reprend, et elle reprend très vite. Donc, qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas-là? Vous allez, dans l'entreprise, licencier les employés et puis maintenant les reprendre. Évidemment, c'est compliqué. Il y a le risque de perdre ces employés-là. Donc, l'entreprise a intérêt à optimiser, à gérer son personnel de manière optimale, ne pas gérer seulement de manière comptable, mais gérer de manière vraiment optimale en faisant la prévision de la reprise et en comprenant que c'est un problème passager. Donc, il y a sûrement des coûts qu'elle doit supporter. Donc, l'entreprise doit donc... moi, je connais des entreprises qui ont fait un deal avec les employés où on va dire, OK, vous allez rester à la maison pendant un mois, on va réévaluer mois par mois, vous restez à la maison pendant un mois, mais on vous paye 50% de votre salaire. Donc, on ne vous licencie pas, on trouve une formule. Et voilà, donc, c'est comme ça que les entreprises peuvent s'assurer de ne pas perdre leurs éléments, leurs employés, et réduire les effectifs, réduire les coûts de manière raisonnable, même si on ne les réduit pas totalement, donc supporter un certain coût, et être prêt pour la reprise qui va
qui va venir. Donc, voilà un peu ce que je pense de ce point-là. Il y a, il s'appelle, bon, le nom c'est Techno, je ne sais pas c'est qui pose une question. C'est l'employeur qui fixe le lieu et les horaires du travail. Rien n'empêche en effet que par mutuel agrément, le domicile de l'employé soit concédé par l'employeur au lieu de travail. Ok, donc c'est une réponse à la question, je crois, de Mme Thiop, qui parlait du code du travail, comment ça va se gérer le télétravail. Je pense que ce monsieur qui nous répond est sûrement un expert dans le domaine et je pense que sa réponse est appropriée. Ah oui, il continue en disant que la question de fond se pose davantage de savoir comment considérer et comptabiliser les horaires de travail. Ok, en fait, c'est un sujet qui est ouvert. Il y a un lecteur qui pose une question. Il nous remercie, la Chambre et moi-même. Et sa question est la suivante. Le gouvernement camerounais n'a-t-il pas levé ou du moins allégé très tôt les mesures barrières, compte tenu du fait que le nombre de personnes contaminées a connu un pic assez élevé après ces mesures d'allègement? En fait, ce que je dirais ici, c'est que pour déconfiner, j'avais aussi fait, je crois, un article là-dessus dans les newsletters de Bicol & Partners. Pour déconfiner, il y a des règles. Hein, et ce sont des règles que l'OMS a fixées pour déconfiner. Donc, évidemment, une des règles phares pour déconfiner, c'était d'avoir une inversion de la courbe d'infection. Il fallait qu'on soit dans la pente descendante. C'est quand on est dans la pente, parce que vous savez, donc, l'infection, donc, il y a eu un pic, hein, il y a eu une montée, avec un pic, un sommet, et puis après, un plateau, et après, une pente descendante. Donc, l'OMS a estimé que c'est quand on était au moins au plateau qu'on pouvait amorcer le déconfinement. C'est-à-dire qu'on avait des plateaux, ça voulait dire qu'on a stabilisé la progression de la maladie. Okay? Donc, elle n'est plus en forte croissance, mais elle est devenue plutôt, on a stabilisé, enfin, on a maîtrisé. Donc, même si on n'est pas en descendant, mais on a stabilisé. Quand on est dans le plateau, on pouvait envisager le déconfinement, évidemment également avec toutes les mesures d'accompagnement. Donc, pour revenir au cas spécifique du Cameroun, je pense qu'effectivement, le Cameroun n'était pas encore au plateau. Il n'avait pas encore atteint le plateau, et encore moins la pente descendante pour déconfiner. Donc, il fallait donc, à mon avis, même si on voulait déconfiner, qu'on aille vraiment étape par étape, secteur par secteur, avec beaucoup de prudence. Mais je pense que ça n'a pas été le cas, parce qu'il faut savoir que l'autre problème auquel les gouvernements font face, c'est l'économie, c'est la vie des populations. Parce que quand on confine, évidemment, beaucoup de personnes sont privées de revenus, et donc il y a des risques d'explosion sociale. Donc je pense que le gouvernement a mesuré un peu tous ces aspects, et a donc, je pense, décidé de déconfiner, malgré qu'on n'avait pas atteint le plateau. Donc, voilà. Donc, je crois qu'il y a une autre question de l'électeur. L'édiction, donc il pose une deuxième question, électeur. Il dit, l'édiction de ces mesures d'allègement n'était-elle pas une fuite en avant pour le gouvernement camerounais qui, du reste, ne voulait pas attribuer des subventions aux entreprises privées? Bon, je pense que fuite en avant, c'est peut-être un peu trop fort, mais je dirais que le gouvernement, vous savez, à un moment donné, tous les gouvernements du monde sont confrontés à cette situation-là. Est-ce que, d'un côté, il y a les risques, on gère la santé publique, de l'autre côté, on gère l'économie. Donc, regardez les États-Unis. Les États-Unis ont déconfiné alors que leur courbe était en hausse. Leur courbe n'avait pas atteint le plateau. Les États-Unis n'étaient pas encore... Vous savez que c'est le pays qui a le plus de morts, le plus de cas dans le monde. Mais
on a observé qu'aux États-Unis, c'est la population qui commençait à descendre dans la rue pour demander que non, nous, si on ne meurt pas de Covid, on va mourir de faim. Donc, à un moment donné, les gouvernements ont des choix difficiles à faire. Et je pense que c'est un peu à ce choix-là que le gouvernement du Cameroun est arrivé, de dire que bon, c'est difficile, on va essayer de gérer les problèmes sanitaires, on va gérer autant que possible, on va imposer le masque, on va mettre des mesures barrières, mais on déconfine parce qu'il faut également que la population vive, il faut que les gens mangent, il faut que les gens se nourrissent. Donc, c'est un peu ça. Donc, maintenant, attribuer les subventions aux entreprises. Moi, je suis un peu très prudent par rapport aux subventions aux entreprises parce qu'il ne faut pas que les subventions aux entreprises aillent dans les poches des dirigeants. C'est là le gros risque. Donc, il faut que les subventions aux entreprises soient bien étudiées et bien ciblées. On vous paye en fonction du nombre d'employés que vous maintenez. Et le montant qu'on vous paye, c'est lié au paiement, c'est pour payer les salaires. Ce n'est pas pour payer les voyages, pour payer des montres ou des bijoux aux dirigeants. C'est pour les subventions, ne doivent pas être des subventions au sens large ouvert. Ce sont des subventions, on subventionne le maintien des emplois. Et il ne faut pas qu'on subventionne les licenciements. On subventionne le maintien des emplois. Donc, les subventions aux entreprises par les gouvernements doivent être bien réfléchies, bien ciblées, et pour éviter que l'argent que le gouvernement donne se trouve dans les poches des propriétaires. C'est ça le gros risque. OK. Pierre Kofo pose une question. Les PME camerounaises étant pour la majorité des petites entreprises assez moins bien structurées, quel serait l'outil simplifié pour permettre à ces entreprises de limiter les effets d'une pandémie, l'élaboration des outils étant onéreuse? L'outil simplifié, c'est le plan de continuité d'activité simplifié. OK? C'est le plan de continuité d'activité simplifié. On a dit qu'on fait des plans sur mesure. Donc, la PME n'aura pas le même plan qu'une grande banque ou bien qu'une grande industrie. Elle aura un plan adapté à sa taille, à son activité. Ce sont des plans sur mesure. Donc, la réponse ici, pour avoir, comme les PME n'ont pas assez de moyens, elles vont élaborer des PCA simplifiés. OK? Donc, voilà un peu ma réponse. Monsieur Dongui demande comment récupérer les bonnes pratiques pour gérer la bonne pratique sanitaire. Il y aura certainement d'autres coronavirus dans l'avenir. Bon, je pense que c'est ce sujet, la question que pose M. Dongui est d'actualité. En fait, on n'a pas encore arrêté même quelles sont vraiment les bonnes pratiques. Donc, on est encore en train de se chercher, on est en train encore de les collecter, d'essayer de savoir même, puisqu'on est encore en train de vivre le coronavirus, on est encore en plein là-dedans. Donc, on commence à voir, certes, qu'est-ce qui marche ici, qu'est-ce qui marche à gauche, qu'est-ce qui marche à droite, mais je pense que le moment venu, il y aura donc, peut-être au niveau de l'OMS ou au niveau d'autres organismes internationaux, peut-être même que les normes ISO vont également s'ajuster. On aura des bonnes pratiques qui vont se développer et qui vont être sûrement partagées. Il y a Madame Patricia Cour qui demande: existe-t-il un rapport d'enquête sur l'impact de la pandémie du coronavirus sur les entreprises locales? À ma connaissance, dans les pays, certains pays développés, il y a je ne dirais pas des enquêtes, mais il y a des sondages qui sont faits auprès des entreprises par les chambres de commerce, par d'autres institutions. Donc, je pense que c'est des travaux, c'est des choses qui sont en cours parce qu'on est encore dans la pandémie, on est encore dans la crise. Donc, et chaque jour, on a des surprises, on découvre les impacts tant sur les personnes physiques que sur les entreprises. Donc, on est encore dans cette phase-là. Mais je reconnais qu'il y a ce que moi je connais, c'est des sondages qui sont en cours.
parce que les enquêtes ou bien les études approfondies, pour l'instant, seraient un peu prématurées parce qu'on est encore en train d'apprendre. Il y a la question de Awa Amadou. Je voulais savoir si le PCA ou le PRA ne sont applicables que pendant les pandémies. J'ai dit non. C'est pour les perturbations qui affectent ou qui peuvent avoir un impact négatif sur la continuité d'exploitation. Je vous donne la situation la plus facile à illustrer, c'est les cas de guerre. En cas de guerre, il faut un PCA, il faut un PRA, parce que la guerre est une perturbation pour l'activité, pour la continuité d'activité. Vous voyez? Donc, ce n'est pas uniquement pour les pandémies, les pandémies étant une cause de perturbation, c'est vraiment pour tous les sujets qui peuvent empêcher ou nuire au fonctionnement de l'entreprise. Même un tremblement de terre. Je prends le cas d'un tremblement de terre. Supposons qu'il y a un tremblement de terre qui détruit, qui a un impact significatif sur les infrastructures du pays, sur les personnes et ainsi de suite. Évidemment, vous devez actionner votre PCA parce que cet événement-là menace la continuité d'activité de votre entreprise. Donc, ce n'est pas que les pandémies, c'est tous les événements malheureux qui peuvent perturber ou bien qui entraînent un risque d'arrêt d'activité pour votre entreprise. Ok, il y a la question de Bokando Jean Damien. En rapport avec l'assurance que les entreprises du secteur privé se sont dotées d'un PCA, l'administration dans son ensemble ne peut-elle pas, pour certaines entreprises de taille relative, mettre sur pied une annexe, par exemple, dans les DSF, où les entreprises donneraient en grande ligne sur leur PCA. Ce document devrait être rendu obligatoire, quitte à ce que l'État subventionne la formation des entrepreneurs à son élaboration. Nous avons, par exemple, la documentation sur les transferts price. Bon, d'abord, je pense que effectivement, il faudrait trouver un moyen de contraindre les entreprises à adopter des PCA. Je pense que c'est important pour la stabilité de l'économie d'un pays. Donc, l'État devrait avoir un regard là-dessus et encourager les entreprises. Bon, évidemment, c'est difficile de mettre une contrainte. C'est d'abord l'encouragement qu'il faudrait faire. Donc, l'État peut donner des formules, des incitatifs pour que les entreprises élaborent des PCA qui sont d'ordre fiscal. Vous peut donner des incitatifs aux entreprises. Donc, il y a des mesures qui doivent être étudiées, qui doivent être proposées dans ce sens-là. Et n'oublions pas que l'État lui-même a besoin d'un PCA. Les structures gouvernementales ont besoin d'un PCA. Vous voyez, je pense que même les gouvernements ont été affectés par cette pandémie. Le fonctionnement de l'État a été affecté. Qu'est-ce que l'État a prévu comme plan de continuité d'activité? Donc, c'est un sujet qui concerne tout le monde, toutes les entités. Donc, il faudrait que l'État trouve effectivement moyen d'appuyer les entreprises à mettre des PCA en œuvre. Mais par contre, il faut que les conseils d'administration prennent cette question vraiment à bras le corps. Ce sont les administrations, ce sont les PCA, les conseils d'administration, je veux dire, qui sont responsables en fait de la continuité d'exploitation. Donc, elles doivent vraiment mettre ça comme une priorité dans leurs exigences au directeur général. Il y a Techno qui revient. Comment pensez-vous que les entreprises d'exercice libéral qui appellent essentiellement au travail au quotidien, et bien souvent sur le terrain peuvent maintenir leur niveau de compétitivité? Bon, évidemment, les entreprises, les professions libérales, on parle des... Bon, moi, je vais en parler pour ma propre chapelle, dont les experts comptables sont affectés par d'abord par le coronavirus, parce qu'évidemment,
on ne peut plus travailler comme avant. On a du mal à aller chez les clients pour faire des audits parce que si les lieux du client sont infectés ou bien si le personnel du client est infecté, évidemment, notre personnel est à risque et vice-versa. Donc, il y a un problème aujourd'hui pour la manière de travailler. Donc, nous sommes également en train de nous organiser. Chacun est en train d'apprendre. Je pense que actuellement, là, comme je l'ai dit, on est tous en train d'essayer des solutions parce qu'on a tous été surpris par ce fait-là. Mais nous avons des problèmes de compétitivité aujourd'hui et nous sommes en train de chercher à nous ajuster pour pouvoir redevenir compétitifs. Mais on fait beaucoup de télétravail. Hein, je crois que les professions libérales sont celles qui feront, parmi lesquelles il y aura beaucoup plus de télétravail. Il y a beaucoup de réunions à distance, et ainsi de suite. Il y a même des travaux d'audit qui, jusqu'à un certain point, se font à distance avec des échanges de documents et des téléconférences. Donc, c'est des ajustements qui sont en cours, mais pour l'instant, on est encore en train de chercher tous les meilleures solutions et les meilleures pratiques, mais qui seront partagées quand elles seront vraiment bien éprouvées. Il y a Nassourou qui pose une question. Au lieu de donner des subventions et reports d'échéance, est-ce que l'État, la Chambre de commerce et la Banque des PME pensent-ils mettre en place des instruments de paiement comme la facturage ou le programme de règlement des grands donneurs afin de faciliter les paiements aux entreprises? Effectivement, hein, vous avez raison, M. Nassourou. Voilà, en fait, il faut que l'État trouve des sources et des moyens de financer les entreprises et les PME d'une manière générale, de manière plus efficace, de manière plus optimale. Parce qu'évidemment, l'État n'aura toujours pas le cash pour subventionner ou bien pour se priver des revenus avec des reports d'échéance de paiement. Donc, il faut que l'État innove et aille plus loin dans les outils et les mécanismes financiers comme la facturage et ainsi de suite. Je pense que cette crise-là est peut-être une occasion pour l'État de revoir ses façons d'aider les entreprises. Hein. Je pense que les subventions classiques, ça devient un peu plus compliqué. Donc, tout à l'heure, on a dit que l'État paye la dette intérieure, c'est déjà un bon moyen de financement, mais il faut aller plus loin. Donc, il y a des outils ou des méthodes financières, des outils de financement qui sont plus adaptés actuellement, qu'il faudrait explorer. Il y a Madame Sandrine Nyambal qui dit « Certaines PME naissent de l'expertise ou du savoir-faire de leurs fondateurs. Ces derniers, à la base, donc, techniciens, accordent très peu d'importance aux notions de management, gouvernance, gestion des risques, plan, PCA, PRA, etc. Comment faire pour les sensibiliser et les amener à se doter d'outils performants qui leur permettraient de faire face à de grandes crises et, dans un premier temps, à mieux se structurer? Je pense que si quelqu'un voulait la preuve que les PCA sont utiles, les PA sont utiles, je pense qu'on a l'exemple, on est dans le coronavirus. Tout le monde voit, ressent directement, ce n'est pas une histoire qu'on va vous raconter. Quand vous êtes chef d'entreprise, vous êtes entrepreneur, vous voyez comment vos revenus sont affectés. Vous voyez comment vous n'arrivez pas à payer le loyer, comment vous n'arrivez pas à payer les salaires. Donc, à cause de la pandémie, vous voyez comment toutes vos prévisions s'écroulent. Les PCA sont des outils qui, comment on appelle ça, qui aident à atténuer les effets de la pandémie ou de la crise. Ça peut aider à atténuer les effets. Donc, je pense que c'est aujourd'hui qu'il faut justement, on a des arguments pour convaincre les dirigeants d'entreprise, pour convaincre les propriétaires d'entreprise qu'il faut mettre un peu d'argent dans les PCA et dans les SMCA. Donc, parce que c'est des choses qu'ils vivent aujourd'hui en direct.
Et je pense que ce n'est pas forcément des solutions qui coûtent cher, parce que c'est juste des choses il faut seulement y penser, réfléchir et commencer à prévoir, à s'organiser. Ce n'est pas, on ne demande pas d'acquérir des technologies qui coûtent cher, c'est acquérir des pratiques. C'est juste arrêter, définir des politiques. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de définir des politiques, des procédures, des processus. C'est réfléchir avant que ça n'arrive. Donc, c'est de ça qu'il s'agit ici là. Donc, ce n'est pas des solutions, franchement, qui coûtent cher, mais c'est des solutions qu'il faut vraiment, auxquelles il faut penser et qu'il faut mettre en place. On a une question de Madame Agnès Solange Ondigi-Rona qui nous félicite et qui demande est-ce qu'il faudrait élaborer un PCA pour chaque pandémie afin d'adresser les risques spécifiques auxquels on ferait face pour chaque cas. Non, en fait, ce que je dirais ici, c'est qu'on élabore un SMCA avec un PCA et autres pour la gestion, comment je peux dire ça, pour la gestion des perturbations, la gestion des crises, d'une manière globale. Évidemment, si on veut à l'intérieur de cette procédure générale de gestion de crise, on peut faire qu'on appelle ça, des parties qui portent sur les pandémies. Parce que les pandémies ont à peu près toutes les mêmes caractéristiques. C'est le problème parfois de la contagion. Parce que les pandémies sont mortelles et sont contagieuses. Je pense que ce sont ces effets-là qui font qu'elles sont particulièrement difficiles pour les entreprises et menacent vraiment le fonctionnement de l'entreprise. Donc, on ne va pas faire une pandémie pour le coronavirus, une pandémie pour Ebola, une pandémie un PCA pour Ebola, un PCA pour le coronavirus 19, coronavirus 21. Donc, je pense qu'on va faire un PCA pour les perturbations et à l'intérieur, on peut faire des spécificités, on peut faire des précisions pour les pandémies. Donc, parce que la pandémie, évidemment, comme je l'ai dit, elle a des particularités, notamment sur la santé du personnel. Donc, mais c'est des choses qu'il faut tout simplement commencer à faire et qu'il faut faire. Et comme je l'ai dit, elles se font, c'est le document qu'on fait au cas par cas, qu'on adapte à l'entreprise. Mais pour les pandémies, on peut adresser le problème des pandémies d'une manière globale parce qu'elles ont toutes les mêmes caractéristiques. Évidemment, les unes sont plus violentes que d'autres, mais c'est toujours les mêmes effets. C'est la mortalité et puis c'est la contagion qui sont quand même des facteurs aggravants. Monsieur Dongui revient. L'Europe cherche à présent à se coordonner entre tous les États afin de protéger les populations, de réduire les impacts sanitaires et de fournir les mêmes modes de chiffrage médicaux. Qui des États africains qui ne peuvent pas régler ce genre de risque de manière indépendante. Donc je pense que, excusez-moi, je pense que l'Europe et le reste du monde et les pays développés doivent travailler évidemment avec l'Afrique. On n'a pas le choix que de travailler avec l'Afrique parce que il n'y a pas de barrière, les pandémies n'ont pas de mur. Les pandémies n'ont pas de barrières, ne connaissent pas de frontières. La pandémie ne connaît pas la frontière. Donc on a vu que la pandémie entre même au palais royal, chez la reine d'Angleterre, il y a des gens qui ont été contaminés aux États-Unis à la Maison Blanche. Il y a des employés de la Maison Blanche qui sont contaminés. Donc les pandémies n'ont pas de barrières. Donc il faut une solidarité mondiale. Ce qui se fait en Europe doit être partagé partout. Parce que les gens vont voyager, les gens vont se déplacer, la pandémie va circuler. Si l'Europe règle son problème et que l'Afrique ne règle pas les siens, évidemment, ce n'est pas la solution parce que tout le monde sera touché. Donc, je pense que les pays le savent et ils vont travailler ensemble. Et je pense qu'on a aussi l'OMS quelque part qui sert à ça parce qu'on ne peut pas faire du nationalisme ou bien
faire vraiment, trouver sa solution tout seul. En matière de pandémie, ça ne se gère pas, ça ne se fait pas comme ça. Les pandémies ont une vocation mondiale et donc le problème, la solution doit aussi être mondiale. Madame Ondigui donc, pose la question. Attendez. Voilà. Par rapport à la pandémie du COVID-19, pensez-vous qu'il est encore pertinent de demander à une entreprise d'élaborer un PCA pour l'exercice en cours en vue de validation par son conseil d'administration? Je réponds oui, parce que d'abord, la pandémie n'est pas finie et on pense qu'il y aura une deuxième vague du COVID-19. On parle de plus en plus d'une deuxième vague. Donc, le problème n'est pas terminé. Et en plus, il y a d'autres pandémies qui peuvent arriver à tout moment. Vous ne savez pas ce que les Chinois sont en train de faire au moment où on se parle. Vous ne savez pas ce que les gens sont en train de faire aux États-Unis dans des endroits secrets. On ne sait pas. Ça peut revenir à tout moment, n'importe quand et de n'importe où. Donc, on doit avoir des plans de continuité d'activité, pas seulement pour les pandémies, mais pour toute perturbation. Prenons le cas d'un tremblement de terre, d'une éruption volcanique, d'une grave inondation, d'une guerre. Comment on assure la continuité d'activité? Comment on assure la continuité d'activité dans ce cas-là? Donc, on a toujours besoin d'un PCA. Donc, il faut réfléchir avant parce qu'on est exposé à des risques qui menacent la continuité d'exploitation de nos entreprises, de nos gouvernements et de nos institutions d'une manière globale. Donc, il faut savoir comment on va traiter et comment on va gérer le personnel, comment on va gérer nos clients, nos ressources, et ainsi de suite, nos infrastructures. Comment on va assurer que les données ne sont pas perdues, les données. Donc, voilà un peu, je pense que vraiment le problème est d'actualité et il faut que les conseils d'administration prennent ce problème-là dès à présent. Ceux qui n'en avaient pas, c'est une faille dans leur dispositif de gouvernance, c'est une faille majeure dans les dispositifs de gestion des risques. Il faut résoudre ce problème-là. Bon, je pense que n'ayant plus de questions, et je pense qu'on a couvert à peu près tous les sujets, je passe sous le contrôle de la Chambre de commerce. Donc, je vous remercie pour les questions. Je vous remercie pour votre participation et j'espère que cet échange vous a, en fait, tout au moins attiré votre attention sur la problématique de la continuité d'activité et surtout sur les systèmes de management, de continuité d'activité et sur les PCA. Je pense qu'on a suffisamment attiré votre attention et que maintenant vous êtes bien sensibilisés et que vous allez maintenant vous y lancer pour approfondir. Allô? OK. Donc, je vous remercie. Je pense qu'on me signale qu'on a terminé. Donc, à la prochaine. Au revoir. Merci.